Alors, je vais vous présenter maintenant le premier intervenant, Claude Rochet, professeur des universités et administrateur civil hors classe, titulaire d'une maîtrise S-Lettres en histoire et d'un CAPES Paris-Sorbonne, énarque, promotion Fernand Braudel 1987, docteur en sciences de gestion, habilité à diriger des recherches, diplômé de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, option intelligence économique. Son champ de recherche actuel est la modélisation systémique des villes intelligentes comme systèmes complexes. Spécialisé en intelligence économique et économie du développement, notamment sur le rôle de l'État dans les développements, il enseigne à l'Institut du management public de l'Université d'Aix-Marseille, où il a créé un master spécialisé et dirige le laboratoire de recherche de la formation en intelligence économique du service de coordination à l'intelligence économique des ministères économiques et financiers. Membre de l'Institut de l'économie, comme moi, Claude Rochet a publié récemment le livre, un cahier de réflexion sur les villes intelligentes, enjeux et stratégies pour de nouveaux marchés, qui a été édité en septembre 2014 et qui est disponible sur le blog de l'Institut de l'économie et qui est l'objet de son intervention. Claude, je te passe la parole à propos des villes intelligentes, enjeux et stratégies pour les nouveaux marchés. Alors, les villes intelligentes, d'abord, il faut se poser la question, ce que veut dire intelligent. Ensuite, on va voir quel enjeu géopolitique et commercial cela représente, parce que c'est un marché absolument gigantesque, qui a un bouleversement assez radical. Et qu'est-ce que ça implique comme défi à relever, et notamment comme défi, bien sûr, pour vous, les entreprises. On descendra après dans un cas très concret, très micro, qui est celui de la sécurité routière, voir ce que ça implique du point de vue technologique, du point de vue de l'usager, du point de vue du conducteur, du point de vue de la régulation publique. Et on verra comment avancer, quel plan d'action se donner pour développer ces marchés dans l'économie et dégager des conclusions pour l'action qu'on aura l'occasion de reprendre dans les tables rondes. Alors d'abord, qu'est-ce que veut dire intelligent ? L'intelligence, c'est être capable d'apprendre. Il y a une action, cette action a un effet, cet effet a une action en retour, la rétroaction ou le feedback. Et ce feedback, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des villes intelligentes, on va le voir. Seulement, ce qui change aujourd'hui, c'est que l'on a beaucoup de technologies qui vont permettre de faire passer cette rétroaction d'apprentissage qui était de l'ordre de la génération. Si vous regardez une ville ancienne, vous voyez qu'il y avait une logique et que cette logique était basée sur un processus expérimental dont on tirait des leçons. Mais les villes n'étaient pas dessinées n'importe comment. Donc aujourd'hui, on a des capteurs. Ces capteurs envoient des données. Ces données sont traitées, elles sont interprétées. En fonction de cette interprétation, on en détermine des usages et on prend des décisions. Alors ça, la partie orange, c'est la technologie. C'est ce qui est lié à l'économie. C'est l'impact de l'économie de la troisième révolution industrielle. Et la partie bleue, c'est la partie traditionnelle, ce qui est celle des sciences sociales. Les sciences sociales, ça va être très important parce que ce qui va nous permettre de comprendre comment on se sert de ces technologies. Parce que la technologie, toute seule, c'est pas de la technique. Dans la technologie, il y a la technique, ce qui est hard. Et puis, il y a le logo, c'est la connaissance, la sociologie des usages. Donc ça, c'est vraiment ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir cette rétroaction en temps quasi réel. Alors ces villes intelligentes, elles ont toujours existé. Vous avez ici la fresque bien connue de l'hôtel de ville de Sienne, la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, les effets du bon gouvernement, où vous voyez que là, il y a une cohérence entre l'activité commerciale et la vie politique qui est représentée par les danseurs que vous voyez au premier plan à gauche, qui représentent la démocratie directe et la rotation des citoyens dans les charges municipales. Et cette harmonie, cet effet du bon gouvernement était lié à la cohérence entre le bien commun, garanti par une vie politique active et un contrôle populaire sur les décisions publiques, qui était totalement cohérent avec le bien économique, parce que la ville, c'est le lieu des synergies économiques, et développement des villes égale développement économique.
Et ce bien individuel qui est le garant du bien commun est le garant du bien individuel. Donc cette intelligence de la ville, elle a été perdue au XIXe siècle avec la mort de la distance, la révolution des transports qui a permis de dissocier les fonctions d'habitation et les fonctions de travail. Et le défi d'aujourd'hui, eh bien, c'est de remédier à ces situations pour faire face au développement urbain. Alors la croissance urbaine, elle va être absolument considérable parce qu'on a toute la migration des populations des pays en voie de développement, des pays émergents sinon émergés, je ne sais pas si on peut qualifier la Chine de pays émergent, mais qui vont devenir urbaines. Et donc vous voyez ici en bleu foncé le poids des économies développées dans les grandes villes. Et dans les mégacités sont en bleu foncé, bleu clair, le poids des économies en développement eh bien, va s'accroître considérablement. Donc ce sont dans ces régions qu'il va falloir investir, d'une part parce que ce sont des gros marchés, et d'autre part parce qu'il est quand même plus facile pour développer cet effet d'apprentissage et cet effet d'expérience d'aller dans des pays où on construit des villes à partir de zéro plutôt que d'intervenir sur des tissus urbains existants comme dans nos mondes développés. Donc il y aura une inversion du leadership dans le monde, globalement au niveau du monde. Le marché il est considérable puisqu'il est évalué pour les 30 prochaines années à 350 000 milliards de dollars US, avec un effet de levier de 22 000 milliards marginal pour développer ce qui va avoir un effet très fort sur la réduction de la consommation d'énergie et donc sur l'émission que l'on peut mesurer en émissions de gaz à effet de serre. Donc, un marché considérable avec un déplacement du centre géopolitique du monde, puisque vous voyez ici en bleu les villes dominantes actuelles et en rouge les villes dominantes de demain, dans les 30 prochaines années. Donc un basculement du monde globalement vers le sud et surtout le sud-est. Il faudrait ajouter à ce schéma encore, ici vous avez l'Amérique latine va énormément se développer, ainsi que l'Afrique. Donc basculement de la géopolitique du monde vers le sud et le sud-est, c'est là que sont les marchés. Voici comment les Chinois représentent leur modèle de transition. La Chine est un pays qui est urbanisé aujourd'hui à 60%. Et par opposition à la Russie est un pays qui est urbanisé à 75%, mais avec des villes qui sont spécialisées sur des activités à rendement décroissant. Ce sont les monocities, les monogrades, les villes qui n'avaient qu'une seule activité économique, un peu comme Detroit aux États-Unis, qui ne faisaient qu'une seule chose, donc ils sont programmés pour dépérir, et sur lesquels les Russes sont en train de travailler pour les reconvertir. Ça fait partie des chantiers sur lesquels nous travaillons. Donc, la vision stratégique des Chinois, parce que les Chinois, vous savez, pensent à très long terme, ils pensent toujours à 30, 40 ans, c'est pas comme nous, ils pensent pas au journal du lendemain, ils voient les choses à long terme, ils sont autour de 60%. Eh bien, il y a deux voies, soit la voie brésilienne, c'est-à-dire la voie de la bidonvillisation des favelas, et donc, ou de la voie africaine, ou la voie de Lagos, du Nigeria, bon. Ou alors, on profite, c'est plus que profiter, on fait de cette politique urbaine une politique de développement économique. C'est-à-dire que la construction urbaine va être le conducteur, l'inducteur de tout le développement économique de la Chine, en résolvant bien sûr tous ces problèmes de transition énergétique, ces problèmes de pollution, problèmes d'énergie. La Chine, qui est le pays le plus pollué du monde, sera naturellement, on devient toujours le leader des problèmes que l'on a à résoudre à domicile. Donc la Chine deviendra très probablement le pays leader en matière de gestion de l'énergie et en matière de dépollution. Donc voilà la vision stratégique, le décor est planté. Alors quels sont les défis à relever ? Eh bien, la ville, c'est pas une collection. La ville intelligente, c'est pas ce que j'appelle une collection de smarties. On va vous parler tout à l'heure, on va parler de smart lighting, de smart citizen, il y a tout un tas de smart machins. Eh bien, c'est pas une addition. C'est
prenez ça un petit peu comme un jeu de Lego. Vous avez tous joué au Lego quand vous étiez petit et vous jouez au Lego avec vos enfants ou petits-enfants, simplement des cubes. Eh bien, vous voyez que vous avez des blocs qui ont une forme standard, mais que les formes que vous allez pouvoir construire avec ces blocs de construction donneront naissance à des figures qui seront toutes différentes. Alors, chacun de ces blocs a sa logique. Il y a des domaines qu'on appelle domaines hard, c'est-à-dire des domaines qui vont répondre aux lois de la physique, on va pouvoir dominer par des réalités physiques, et puis des domaines soft. Parmi les domaines hard, eh bien, il y a par exemple le logement, le travail. Un des problèmes à résoudre, bien sûr, c'est le déplacement du domicile au lieu de travail, qui est un des principaux facteurs de consommation d'énergie, d'énergie fossile, d'énergie humaine, parce que c'est du stress, c'est quand on passe 3 heures dans des transports par jour, c'est pas du temps qu'on consacre à soi, à sa famille, à des activités qui sont utiles à la société. C'est de l'industrie, c'est des réseaux de transport, c'est du traitement des déchets, c'est la gestion de l'eau, le recyclage de l'eau, l'énergie. Et puis de l'autre côté, on a les domaines soft, les services publics, les services de santé, la vie civique, les loisirs, parce qu'on va quand même s'amuser dans la vie, il n'y a pas que le travail, l'éducation, la cohérence sociale, éviter la séparation des villes en fonction des classes sociales, l'échafaudage institutionnel qui va permettre de diriger la ville et la vie sociale en général. Le plus important étant de définir le périmètre de la ville. La ville, on a été mesuré en physique, la ville obéit à des lois particulières, à une loi particulière qui a été vérifiée de manière empirique, c'est que vos entreprises, à un moment, si elles croissent, vous allez les séparer en plusieurs entreprises parce que vous allez comprendre que la longueur de la chaîne de communication au sein de l'entreprise devient tellement complexe que ça n'est plus productif. Bien, vous avez un effet de rendement croissant dans la ville qui fait qu'il y a un rendement croissant à la croissance de la ville, c'est-à-dire que le kilomètre d'adduction supplémentaire coûtera moins cher que dans une ville nouvelle. Ça a été démontré abondamment par des calculs faits au Santa Fe Institute. Donc si on ne fait rien, les villes vont s'accroître en taches d'huile. Donc il faut définir la frontière de la ville en fonction de la stabilité interne de cet écosystème et ses échanges avec son environnement. Et ne jamais oublier, cette question qu'on ne pose jamais dans les smart cities, c'est comment on la nourrit. Est-ce que je la nourris avec des cultures vivrières autour? Est-ce que j'importe la nourriture? Donc une ville est toujours, on parle de ville intelligente, mais il faut aussi parler de territoire intelligent. Il y a smart cities et smart territories. Et l'intégration de tout ça, quand je dis intégration en langage des systèmes, c'est-à-dire que l'intégration est supérieure à la somme de ces éléments. Et ça, c'est ce dont souffrent nos politiques publiques. C'est dommage que ma ministre, qui c'est peut-être comme je suis casse-pied sur ce point, alors en rappelant sans arrêt, les politiques ne peuvent pas se contenter d'être des politiques d'addition de politiques sectorielles. C'est dans l'art d'intégrer tout cela. Et quand je fais des interviews, j'étais il y a 2 mois là, à Shanghai, en Russie, eux, ils raisonnent en termes d'intégration. Ils vont directement miser sur l'intégration, sachant que les technologies, il suffit de les pomper à l'Occident. Et c'est comme ça qu'ils vont assurer leur leadership. Et nous, comme on est plus développé sur le plan technologique, on pense addition. Et là, on est en train de perdre une bataille importante. Alors, 2 types de problèmes se posent. Les domaines physiques, ça en termes de systémique, pour ceux qui font de la systémique, vous savez que vous pouvez modéliser les interactions entre ces domaines par des équations avec les lois de la physique. Ce sont des systèmes conservatifs que vous pouvez modéliser, vous pouvez en définir des paramètres, ces paramètres, vous pouvez leur affecter des variables limites, tout ça vous pouvez le mettre dans un ordinateur. Mais les systèmes humains, le comportement des gens, ça n'obéit pas à des lois de la physique. Ça obéit à des principes culturels, à des logiques institutionnelles, et ces principes culturels seront très différents selon les cultures et les régions du monde. Alors, il va falloir avoir recours à d'autres types de sciences, qui sont les sciences sociales, qui ne sont pas des sciences exactes. Et aujourd'hui, on en reparlera, les big data, parce que les big data permettent, à partir aujourd'hui de toutes les données que vous produisez sans arrêt, notamment avec cet engin qui devient la trahison de tous vos faits et gestes, qui est le smartphone, qui est le couteau suisse de la Smart City, qui va sans arrêt envoyer des données et permettre d'essayer de modéliser, de comprendre comment se comportent les gens. Alors, la clé du succès, elle est d'un côté
du côté du soft, parce que c'est là, comment les gens se servent des artefacts technologiques, comment ils se déplacent réellement, comment ils contredisent les plans établis par les ingénieurs, et de l'autre côté, le business, il est dans les domaines durs. Donc comment on va réussir à intégrer ces deux domaines? Voilà le véritable défi à relever, et ça passe par une compétence, c'est l'intégration système, et je peux vous dire que nos concurrents sur les marchés mondiaux travaillent directement sur le développement de ces compétences d'intégration système. Alors, quelques mots sur les big data. Les big data, vous savez, c'est le traitement des données de masse à partir desquelles on peut faire des corrélations. C'est pas des statistiques, c'est des corrélations. C'est-à-dire, on va dire, voilà, on peut prévoir que tel type de personne, face à tel type de situation, dans tel type de circonstances, va se comporter de telle manière. Donc, on va raisonner par induction. C'est-à-dire, on va inférer que s'il se produit telle configuration, eh bien, il va se passer telle chose, et donc on peut prévoir tel scénario. Mais c'est très piégeant parce qu'on risque de devenir totalement suiviste par rapport à cette production de données. Donc il faut parallèlement avoir ce travail théorique qui, lui, va nous permettre de travailler par déduction et développer des hypothèses de travail que je vais confronter à la pratique empirique. Donc c'est une pratique intellectuelle, pratique d'architecte système, de systémicien, qui va lier les sciences dures et les sciences sociales. C'est pas si évident à développer, ça n'est pas courant, et notamment, moi qui suis professeur, ça n'est pas ce que nous enseignons dans nos grandes écoles. Il va falloir que nous upgradions, comme on dit dans le jargon, notre bagage intellectuel pour faire face à ces défis. Alors cette intégration système, on peut la représenter comme un triangle, et la pointe du triangle, c'est la finalité. Il faut toujours commencer par la finalité. Généralement, notre défaut, moi avant d'être professeur, j'étais dans l'industrie. On commence par la technique, par la case qui est en bas à gauche. On se dit, voilà, j'ai la bonne technique. Ma technique, elle sait faire papa, maman. Mais il y a un problème, c'est les gens qui comprennent rien à ma technique. Alors on dit, voilà, les gens sont des cloches, ils comprennent rien à ma technique. Non, il va falloir voir comment je peux lier smart technology, smart people, et ramener ça toujours à la finalité, de la vision stratégique de ma ville. Comment on rêve la ville? Prenez des expériences, allez sur Internet, voyez ce qui se passe par exemple à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. C'est une ville qui a été totalement détruite par un tremblement de terre en 2011. Et les gens débattent sur leur vision de la ville. Comment ils veulent vivre. Alors que le gouvernement veut reconstruire de manière centralisée, top-down, ça rencontre une démarche bottom-up. Et donc il y a du débat public et on va, en fonction de ça, de cette confrontation, définir notre vision de la ville. Et c'est exactement comme ça que raisonnent les Chinois. Voilà cet exemple, vous pourrez le voir en détail. Un petit exemple rapide, celui de la sécurité routière, quelque chose que vous connaissez bien, dans lesquels vous pouvez avoir une activité économique. La sécurité routière, je prends l'exemple du véhicule connecté. Je laisse de côté le véhicule autonome. Le véhicule connecté sera connecté par deux biais. Les informations de pilotage qui vont être fournies au conducteur et la relation avec le véhicule par l'Internet des objets. Qui va envoyer des événements, qui va envoyer des informations de maintenance, alors ça peut faire freiner un véhicule, vous savez comment les deux véhicules qui suivent, celui qui est devant freine, et ça fait freiner le véhicule qui est devant. Alors les problèmes que l'on a à résoudre, c'est d'abord celui de l'interface homme-machine. Est-ce que le fait d'automatiser un véhicule par des mécanismes va faire baisser la vigilance du conducteur. Par exemple, je suis en train de changer ma voiture, je me suis aperçu que j'avais une voiture avant où les phares et les essuie-glaces s'allumaient. Je me suis habitué à ça. Si je prends une autre voiture, j'oublie d'allumer les phares. Donc ça devient dangereux. Et comme on a la moyenne d'âge du parc automobile en France est de 9 ans d'âge, donc on aura un très grand laps de temps pendant lequel cohabiteront deux types de véhicules. Donc comment organiser la cohérence de tout cela? On est face à des problèmes qui vont être difficiles à résoudre. Alors il y a des normes, par exemple, quel type d'informations j'envoie sur le tableau de bord. Il ne faut pas faire des tableaux de bord où il y a 36 000 informations. La norme aujourd'hui, c'est que toute information reçue par un conducteur doit être interprétée dans pas plus de 2 secondes. Donc,
Tout ça, il va falloir l'équilibrer. Du point de vue de la production, vous voyez que vous avez deux écosystèmes de production, le véhicule lui-même, avec le produit, la sécurité, le CRM, l'entretien, etc. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir travailler dans les logiques de coopétition, c'est-à-dire avoir une vision globale du véhicule et coopérer pour faire des offres globales qui résolvent ces problèmes systémiques du véhicule. Et au-delà, vous avez le véhicule étendu avec la sociologie du conducteur, la géomatique, la sociologie des usages, l'utilisation effective du véhicule, la technique véhicule, les services et les réseaux. Donc on a plusieurs niveaux d'architecture. Et je prends un exemple très simple, l'aide à la conduite va-t-elle réduire les accidents ? Alors on sait que 90% des accidents sont dus à des erreurs humaines. Alors, qu'est-ce que mon aide à la conduite ? Quelle part donner à l'aide à la conduite active et quelle part donner à la conduite passive ? L'active, c'est par exemple le freinage automatique. Si je prends cette option, ça veut dire que j'ai une sûreté de fonctionnement qui est supérieure à 100%. Sinon, c'est l'accident. Dès qu'il y a de sûreté, vous savez bien que 99% ne veut plus rien dire. 99%, c'est une voiture sur 100 un accident. Donc ça ne veut absolument rien dire. Donc, est-ce que je suis capable d'avoir des systèmes fiables à 100%? Sécurité passive, qualité de l'information, en fonction du comportement du conducteur et est-ce qu'il n'y a pas surabondance d'informations ? Est-ce qu'on ne passe pas son temps à lire des informations au lieu de regarder la route? Donc vous voyez, à travers ces exemples relativement simples, la complexité des problèmes que vous allez avoir à résoudre. Alors comment avancer ? Bien, moi je ne connais pas d'autres moyens, je pense que vous allez en débattre avec les élus qui seront là, c'est de faire des projets pilotes. Les projets pilotes, il faut avoir un sponsor politique, c'est-à-dire un élu, l'État, un pôle de compétitivité, un sponsor industriel et des chercheurs, des laboratoires de recherche qui montent un consortium pour réaliser un projet pilote que l'on va observer. On va réaliser les choses et on va en sortir des éléments, bien sûr, qui vont contribuer à créer le marché. Parce que ce marché, on ne le connaît pas aujourd'hui. Enfin, je vous ai donné des très grands chiffres, mais qui sont des abstractions à partir des besoins de rénovation, de développement du tissu urbain. Mais il faut le matérialiser. La création de savoir, ces savoirs qui vont nous permettre de développer notre stock de capital cognitif et les compétences. Parce qu'aujourd'hui, il faut former les acteurs industriels, il faut former les acteurs politiques. C'est dommage qu'ils ne soient pas là. Mais je peux vous garantir, ne le répétez pas, ils n'y connaissent absolument rien. C'est des mots, ça fait partie des mots à la mode, des buzzwords qu'il faut répéter tout le temps, parce que sinon on a l'air ringard. Mais les compétences ne sont pas là, on ne peut pas leur faire grief, ce sont des compétences nouvelles. Mais par contre, on peut faire grief aux gens de ne pas se donner les moyens d'apprendre. Donc, conclusion pour l'action, la ville intelligente doit être un projet politique pour ne pas être un enfer. Ça peut être, vous voyez, à gauche, c'est le panoptique de Jérémy Bentham, c'est-à-dire cette société de surveillance universelle où il n'y a plus aucune vie privée. Je vous ai donné l'exemple de la sécurité routière. Pensez qu'il n'y a plus de radar dans la sécurité routière, puisque le radar, il est dans la voiture. Vous dépassez de 1 km/h, ça envoie un signal, et vous recevez la contravention avant même d'être arrivé à destination. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut comme société ? Quel est le portrait global de la société ? Donc il va falloir intégrer les sciences sociales et la technologie. Alors je sais bien, en France, on aime bien être dans sa discipline. Alors les technologues méprisent les gens des sciences sociales, les gens de sociales méprisent les technologues. Bon, il va falloir sortir de ces jeux de bébés, comprendre, gérer ces défis technopolitiques, la sécurité des systèmes et des données. On est traditionnellement, chez nous, négligents sur la sécurité. La sécurité des systèmes, c'est la fiabilité, la sûreté de fonctionnement, et les données. Qu'est-ce qu'on a, la masse de données que l'on est en train de produire. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Snowden. Qui lit vos données? Qu'est-ce que vous produisez comme données? Comment elles vont être contrôlées? Comment vous pouvez en garder la propriété? Donc, quelle stratégie vis-à-vis des données? Ça, ce sont des problèmes politiques, qui, au sens noble du terme, pas les niaiseries qu'on en voit. Non, ce sont des véritables questions. Et puis, comment on contrôle? Je vous montre la cité pour le bien commun de la ville de Sienne. Et bien là, vous voyez qu'il y avait un contrôle politique sur l'ensemble de ces systèmes. Et c'est également ça, innovation institutionnelle et politique, qu'il va falloir réinventer. Merci.